Il le détestait plus que quiconque. À la fin de sa vie, alors que la maladie avançait en silence, Bourvil ne parlait presque plus de cinéma. Il ne parlait plus des succès, ni des salles pleines, ni des rires qui avaient construit sa légende. Ce qui restait, ce n'était pas la gloire. C'était un nom, un seul. Un nom qu'il n'a jamais prononcé devant les caméras, mais qui revenait toujours dans les silences, dans les regards, dans ces moments où il semblait ailleurs. On l'a toujours décrit comme un homme simple, gentil, accessible, l'image parfaite d'un acteur aimé de tous. Mais cette image était une façade. Derrière, il y avait autre chose. Une accumulation lente de humiliations, de comparaisons, de décisions prises sans lui. Une époque où le cinéma français ne pardonnait rien, où un acteur pouvait être applaudi le soir et détruit le lendemain dans la presse, où le rire ne protégeait pas, il exposait. Il y avait cette violence invisible, pas de cris, pas de scandales publics éclatants, mais des rôles refusés, des scènes coupées, des regards condescendants, des mots glissés en coulisses, et surtout cette impression constante de ne jamais être pris au sérieux, d'être toléré mais jamais respecté, utilisé mais jamais reconnu à sa juste valeur. Avec le temps, Bourvil avait appris à se taire, à sourire quand il le fallait, à jouer ce rôle que tout le monde attendait de lui. Mais le silence n'efface rien, il accumule, il transforme chaque blessure en cicatrice, et certaines cicatrices ne disparaissent jamais. Ce que peu de gens savaient, c'est qu'il avait gardé une forme de mémoire froide, une liste invisible, pas écrite, mais précise, des noms, des moments, des regards, des décisions qui avaient marqué un point de rupture, des instants où quelque chose s'était brisé définitivement. Toute sa vie, un seul nom est resté gravé dans sa colère. Avant de plonger dans cette liste, il faut comprendre qui Bourvil était vraiment. Bourvil n'a jamais été construit pour ce monde. Né en 1910 à Sète en Normandie, loin des cercles parisiens, il arrive dans le cinéma sans réseau, sans posture, sans cette assurance que beaucoup portent comme une armure. Très tôt, il comprend qu'il n'entre pas dans les codes. Son visage ne correspond pas aux standards. Sa voix non plus. On ne le voit pas comme un acteur à part entière. On le voit comme un type, une silhouette, quelqu'un qu'on peut utiliser pour faire rire. Au début, il accepte, parce qu'il n'a pas le choix. Les premiers rôles sont simples, presque caricaturaux. On lui demande d'être naïf, maladroit, effacé. Il joue, il s'adapte. Et le public répond. Le succès arrive vite, trop vite même. Mais ce succès a un prix. Plus il devient populaire, plus il est enfermé. Les producteurs ne cherchent pas à comprendre ce qu'il pourrait devenir. Ils exploitent ce qu'il est déjà. Toujours le même registre, toujours le même sourire, toujours la même position. La presse n'aide pas. On parle de lui comme d'un acteur mineur, un homme sympathique mais limité. Un visage du divertissement, pas du cinéma sérieux. Chaque tentative de sortir de cette image est freinée. Chaque envie d'aller ailleurs est ignorée. Ce n'est pas une attaque frontale, c'est pire. C'est une forme de mépris constant, silencieux, accepté par tous. Dans les coulisses, les choses sont encore plus dures. Certains collègues le respectent, mais beaucoup ne le prennent pas au sérieux. On le coupe dans les discussions. On décide sans lui. On le garde à distance. Il est présent mais jamais central. Visible mais jamais dominant. Et à force, cette position finit par laisser des traces. Bourvil n'est pas un homme qui confronte. Il ne crie pas. Il n'explose pas. Il observe. Il retient. Chaque humiliation. Chaque regard. Chaque moment où il comprend qu'il n'est pas à sa place même au sommet de sa carrière. Cette accumulation devient une mémoire froide, précise, impossible à effacer. Il n'a jamais cherché à être aimé par ses pairs, mais il n'a jamais accepté d'être réduit non plus. Et entre ces deux positions, il y a eu des tensions, des ruptures, des noms qui reviennent, toujours les mêmes, toujours liés à des moments où quelque chose a été brisé. 5 personnes ont laissé des cicatrices qu'il n'a jamais oubliées. Numéro, Cincu, Fernandel. C'était celui qui l'a toujours précédé. Quand Bourvil arrive réellement dans le paysage du cinéma populaire, une figure domine déjà tout. Fernandel n'est pas seulement une star, il est une référence, un modèle imposé.
et surtout un point de comparaison constant. Dès les premiers succès de Bourvil, la mécanique se met en place. Les journalistes ne parlent pas de lui pour ce qu'il est. Ils le définissent par rapport à l'autre. Toujours plus discret, moins puissant, moins charismatique. Une version atténuée. Au début, cela semble anodin, une simple comparaison, une habitude de la presse, mais très vite cela devient une étiquette, un enfermement. Chaque rôle est jugé à travers ce prisme. Chaque performance est mesurée. Et quoi qu'il fasse, Bourvil est déjà en retard. Pas parce qu'il est moins bon, mais parce qu'il n'est pas le premier. Pas celui qui a ouvert la voie. Cette situation crée une tension silencieuse. Il n'y a pas de conflit public, pas d'attaque directe, mais il y a une pression constante, une hiérarchie implicite que personne ne remet en question. Fernandel est au sommet, Bourvil juste en dessous. Et ce juste en dessous devient une place définitive. Les producteurs renforcent cette logique. Lorsqu'un rôle important apparaît, le premier nom reste le même. Celui qui attire, celui qui rassure, celui qui garantit le succès. Et même lorsque Bourvil est envisagé, il arrive en second, une option, une alternative. Jamais le choix évident. Ce n'est pas un refus brutal. C'est une exclusion progressive, invisible, mais réelle. Le moment le plus dur ne vient pas d'un scandale, il vient d'une décision. Un rôle comique majeur parfaitement adapté à son registre lui échappe au dernier moment. Officiellement, rien n'est dit. Mais en coulisses, la raison circule. Il fallait un nom plus sûr, plus installé. Le même nom encore une fois. Ce jour-là, Bourvil comprend qu'il ne s'agit pas seulement de talent, il s'agit de position. Et cette position, il ne pourra jamais la dépasser. À partir de là, quelque chose change. Il continue à travailler, à réussir. Mais il ne regarde plus de la même manière ceux qui l'entourent. Il voit le système, il comprend les règles. Et surtout, il comprend qu'il n'y a pas de place pour deux figures dans le même registre. L'un doit rester derrière. Fernandel n'a jamais eu besoin de l'attaquer. Il n'a jamais eu besoin de parler. Sa simple présence suffisait. Elle occupait l'espace. Elle fermait les portes. Elle définissait les limites. Et cette limite, Bourvil ne l'a jamais acceptée. Certaines blessures ne disparaissent jamais. Numéro 4, Louis de Funès. Il a attaqué ce qu'il protégeait le plus. Au départ, tout semblait évident. Deux styles opposés, deux énergies différentes, mais une complémentarité parfaite. Bourvil représentait la douceur, la lenteur, une forme d'innocence presque fragile. En face, Louis de Funès incarnait la nervosité, l'explosion, le contrôle absolu du rythme. Ensemble, ils formaient une mécanique efficace. Le public riait, les films marchaient, le succès était massif. Mais ce succès avait une faille. Derrière l'alchimie visible, il y avait une tension plus profonde, une question de place, une question de regard. Très vite, les critiques puis le public commencent à identifier un centre de gravité, et ce centre, ce n'est pas Bourvil. Les scènes les plus mémorables, les réactions les plus commentées, les extraits diffusés encore et encore, tout converge vers de Funès. Sans conflit déclaré, sans affrontement direct, une hiérarchie s'installe. Au début, Bourvil accepte, parce que le projet fonctionne, parce que le film dépasse tout. Mais à mesure que les années passent, quelque chose devient évident. Il n'est plus perçu comme un acteur à part entière dans ce duo. Il devient un contrepoint, un élément nécessaire, mais secondaire. Celui qui permet à l'autre de briller davantage. Dans les coulisses, cette dynamique se renforce. De Funès contrôle beaucoup, le rythme des scènes, l'intensité, les ajustements. Il impose une précision presque mécanique. Et Bourvil, qui travaille autrement, qui construit sur le silence, sur le décalage, se retrouve progressivement enfermé dans une fonction moins libre, moins centrale. Le moment de rupture ne vient pas d'un éclat, il vient d'un constat. Lors d'une projection interne, les réactions sont immédiates. Les rires explosent sur certaines scènes, toujours les mêmes. Et dans ces moments-là, Bourvil n'est plus là. Il est présent dans le film, mais absent dans l'impact. Ce décalage, il le ressent immédiatement, pas comme une humiliation publique, mais comme une mise à distance irréversible. Ce n'est pas une trahison classique, personne ne l'a attaqué frontalement, personne ne l'a exclu, mais le résultat est le même. Il a été déplacé, lentement, silencieusement.
Et une fois cette position installée, elle ne change plus. Bourvil ne dira rien. Il ne cherchera pas à renverser la situation. Mais intérieurement, quelque chose se ferme. Il comprend que même au sommet, même dans ses plus grands succès, il peut disparaître derrière quelqu'un d'autre. Et cette idée, il ne l'accepte pas. Louis de Funès n'a jamais eu besoin de le confronter. Son énergie suffisait à prendre toute la place, et il ne lui a jamais pardonné. Numéro 3. Jean Gabin. Personne ne l'a humilié comme lui. Quand Bourvil se retrouve face à Jean Gabin, il ne s'agit plus seulement de cinéma. Il s'agit d'un monde, d'un système de valeurs, d'une hiérarchie invisible que tout le monde connaît, mais que personne ne remet en question. Gabin n'est pas simplement un acteur. Il est une autorité, une présence qui impose le silence même avant de parler. Sur le papier, leur collaboration a du sens. Deux figures populaires, deux styles différents. Mais dès les premières interactions, la distance est claire. Gabin ne joue pas dans la même catégorie, pas dans le même registre, et surtout pas avec les mêmes règles. Là où Bourvil construit sur la nuance, sur la retenue, Gabin impose, il décide, il occupe. Dans les coulisses, cela se traduit par une domination subtile mais constante. Le ton des discussions, le rythme des répétitions, les ajustements de scène. Rien n'est frontal, mais tout est orienté. Bourvil sent très vite qu'il n'a pas le contrôle, qu'il ne peut pas influencer, qu'il doit s'adapter, toujours. Le conflit n'est jamais déclaré. Gabin ne critique pas ouvertement, il ne rabaisse pas directement, mais il installe autre chose. Une forme de supériorité implicite, une manière de regarder, de répondre, de valider ou non une proposition. Et dans cet échange déséquilibré, Bourvil comprend qu'il n'est pas considéré comme un égal. Le moment le plus dur arrive pendant un tournage dans une scène qui aurait dû être anodine. Une séquence simple, presque légère. Mais après plusieurs prises, Gabin interrompt. Pas avec colère, avec calme. Il corrige, il ajuste. Et surtout, il explique. Devant l'équipe, comme on corrige quelqu'un qui n'a pas encore compris. Le plateau se fige, personne ne parle, mais tout le monde voit. Ce n'est pas une explosion, c'est une exposition. Bourvil ne répond pas, il ne conteste pas, il termine la scène. Mais quelque chose s'est déplacé, pas dans le film, dans la perception. À cet instant précis, il cesse d'être un partenaire. Il devient un acteur que l'on encadre, que l'on guide, que l'on limite. À partir de là, chaque interaction est différente, plus froide, plus distante. Bourvil fait son travail, avec précision, avec professionnalisme, mais sans jamais oublier ce moment, parce qu'il ne s'agissait pas d'une simple correction. Il s'agissait d'une place qu'on lui assignait. Gabin n'a jamais eu besoin d'élever la voix. Son statut suffisait à écraser, et ce moment ne l'a jamais quitté. Numéro de Huck, Gérard Houry. C'était celui qui l'a brisé. Au début, Bourvil lui fait confiance. Gérard Houry comprend le public. Il sait construire un succès. Il sait utiliser les acteurs comme des pièces précises dans une mécanique qui fonctionne. Et avec Bourvil, il trouve immédiatement une matière efficace. Une présence douce, rassurante, capable de porter des scènes entières sans forcer. Ensemble, ils créent des films qui marquent une époque. Mais cette relation n'est pas équilibrée. Très vite, Houry ne voit plus Bourvil comme un acteur à développer. Il le voit comme un outil à stabiliser, une identité à figer. Chaque projet renforce cette direction. Même type de personnage, même registre, même position face aux autres. Là où Bourvil cherche parfois à aller ailleurs, à explorer une autre profondeur, la réponse est toujours la même. Ce n'est pas ce que le public attend. La violence ne vient pas d'un conflit ouvert, elle vient d'un refus répété. Refus de transformation, refus d'évolution, refus de reconnaissance dans un registre différent. Houry contrôle. Il ajuste, il décide de ce que Bourvil peut être à l'écran. Et tout ce qui sort de ce cadre est immédiatement écarté. Dans les discussions, le ton reste calme, professionnel. Mais la limite est claire. Bourvil propose. Houry tranche, toujours dans le même sens. Il ne s'agit pas de détruire, il s'agit de maintenir. Mais à force de maintenir, on empêche. Et à force d'empêcher, on réduit. Le moment de rupture arrive sans éclat.
lors de la préparation d'un projet, Bourvil exprime le désir d'aborder un rôle plus sombre, moins attendu, moins confortable. Il ne demande pas un changement radical, juste une variation, une nuance, une preuve qu'il peut exister autrement. La réponse est immédiate, polie, mais ferme. Ce n'est pas pour lui. Ce refus n'est pas public. Personne n'en parle. Mais pour Bourvil, c'est une confirmation. Il ne sera jamais vu autrement dans ce système. Peu importe son talent, peu importe son expérience. Il restera cette figure définie par d'autres. Une image qu'il n'a pas choisie mais qu'il doit continuer à incarner. À partir de là, la relation change, pas extérieurement. Les films continuent, le succès aussi. Mais intérieurement, quelque chose se ferme. Une distance s'installe, une lucidité froide. Bourvil comprend qu'il n'est pas en train de construire sa trajectoire. Il est en train de maintenir celle que quelqu'un d'autre a décidée pour lui. Gérard Houry n'a jamais élevé la voix, il n'a jamais humilié publiquement. Mais il a imposé une limite que Bourvil n'a jamais pu franchir. Certaines cicatrices restent invisibles. Numéro 1, Jean-Paul Belmondo. Il l'a effacé sans jamais le viser. Quand Bourvil voit émerger Jean-Paul Belmondo, il comprend immédiatement que quelque chose est en train de changer. Ce n'est pas seulement un nouvel acteur, c'est une nouvelle manière d'exister à l'écran. Une énergie différente, plus libre, plus physique, plus moderne, et surtout impossible à contenir dans les anciens codes. Au départ, il n'y a pas de confrontation, pas de projet commun, pas de conflit direct, mais il y a un déplacement, progressif, silencieux. L'attention du public change, le regard des producteurs aussi. Ce qui faisait la force de Bourvil commence à apparaître comme une limite. Sa douceur devient une faiblesse, sa retenue un manque d'intensité. Et face à cette nouvelle génération, il ne s'agit plus de comparaison, il s'agit d'obsolescence. La violence est lente, mais elle est constante. Les rôles évoluent, les attentes changent, les scénarios cherchent autre chose. Plus de tension, plus de présence physique, plus de rupture. Et dans ce mouvement, Bourvil n'est pas rejeté brutalement. Il est simplement laissé de côté, moins sollicité pour certains projets, moins évident dans certaines décisions, toujours présent mais jamais prioritaire. Belmondo n'a rien fait directement, il n'a jamais attaqué, jamais commenté, mais sa présence suffit à redéfinir les règles. Et dans ces nouvelles règles, Bourvil n'a plus la même place. Ce n'est pas une humiliation spectaculaire, c'est pire. C'est une disparition progressive. Le moment le plus dur n'est pas visible. Il n'est pas filmé. Il se joue dans une réunion autour d'un projet important. Le rôle aurait pu être adapté, ajusté, modifié pour lui. Mais au lieu de cela, le choix se fait ailleurs, vers quelqu'un qui incarne mieux cette nouvelle direction. Ce jour-là, Bourvil comprend que ce n'est plus une question de talent. C'est une question d'époque, et une époque ne se négocie pas. À partir de là, il continue, avec dignité, avec professionnalisme, mais avec une lucidité froide. Il sait qu'il appartient à une génération que l'on admire mais que l'on remplace, lentement, sans bruit, et cette transition, personne ne la rend visible. Personne ne la reconnaît comme une perte. Belmondo n'a jamais eu besoin de le confronter. Il a simplement occupé le futur, et il ne lui a jamais pardonné. Est spécial, pique Michel Morgan. Ce n'était pas un conflit, c'était pire. Avec Michel Morgan, Bourvil ne partage pas une rivalité classique. Il n'y a pas de lutte pour un rôle, pas de confrontation directe, pas d'attaque publique. Mais il y a une fracture invisible plus profonde que toutes les autres, parce qu'elle ne repose pas sur l'ego, elle repose sur le regard. Michel Morgan incarne autre chose. Une élégance, une légitimité, une appartenance à un cinéma que Bourvil n'a jamais vraiment intégré. Elle ne le rejette pas ouvertement, elle ne le critique pas, mais dans ses choix, dans ses collaborations, dans la manière dont elle construit sa trajectoire, elle trace une frontière claire, silencieuse. Pour Bourvil, cette frontière est évidente. Il la ressent sans qu'on ait besoin de la formuler. Il comprend qu'il existe deux mondes, celui du cinéma populaire où il triomphe, et celui du cinéma reconnu, respecté où il n'entre jamais complètement. Michel Morgan appartient à ce second monde, et à travers elle, il voit ce qui lui échappe,
La violence ici n'est pas directe, elle est diffuse. Elle passe par des absences, des projets où il n'est jamais envisagé, des cercles où il n'est jamais invité, des discussions où son nom ne circule pas. Ce n'est pas un rejet officiel. C'est une exclusion naturelle, presque évidente pour ceux qui y participent. Le moment le plus dur ne vient pas d'une parole, il vient d'un constat. Lors d'un projet en préparation où plusieurs noms sont évoqués, Bourvil n'apparaît même pas dans les premières options. Pas parce qu'il est mauvais, pas parce qu'il est indisponible, mais parce qu'il n'appartient pas à cette catégorie, et cette absence, elle est totale, comme s'il n'existait pas dans ce registre. Ce jour-là, il comprend que certaines portes ne sont pas fermées, elles n'ont jamais été ouvertes. Michèle Morgan n'a jamais eu besoin de l'attaquer. Elle a simplement évolué dans un espace où il n'était pas attendu. Et cette distance, cette impossibilité de franchir une limite invisible, a laissé une trace différente, plus silencieuse, plus profonde. Ce n'est pas une haine spectaculaire. C'est une conscience froide de ce qu'il ne sera jamais. Et ce moment ne l'a jamais quitté. Les cicatrices ne viennent jamais d'un seul homme. Chez Bourvil, elles se sont accumulées lentement, sans bruit, sans scandale. Une remarque ici, un rôle refusé là, une place qu'on ne lui donne pas, une autre qu'on lui retire sans explication. Rien de spectaculaire, mais tout laisse une trace. Et à force, ces traces finissent par dessiner une trajectoire qu'il n'a jamais vraiment choisie. On a retenu le sourire, la simplicité, cette manière unique de faire rire sans jamais forcer. Mais derrière cette image, il y avait un homme qui avait compris très tôt les limites qu'on lui imposait. Pas des limites de talent, des limites de regard. Ce que les autres voyaient en lui, ce qu'il refusait de voir. Ceux qu'il a croisés n'étaient pas tous des ennemis. Certains ont collaboré avec lui, d'autres l'ont accompagné, mais chacun à sa manière a contribué à fixer une image, à enfermer une possibilité, à définir un cadre qu'il n'a jamais pu briser complètement. Et dans ce cadre, il a dû continuer, jouer, réussir, exister. Il n'a jamais cherché à régler ses comptes, il n'a jamais exposé ses tensions, parce que dans ce milieu parler revient souvent à disparaître. Alors il a choisi le silence, un silence maîtrisé. Mais ce silence n'efface rien, il conserve, il fige, il transforme chaque humiliation en souvenir précis. À la fin, ce ne sont pas les victoires qui restent, ce sont les moments où il a compris qu'il ne serait jamais perçu autrement, compris que certaines portes resteraient fermées, compris que même au sommet il pouvait rester à la périphérie. Bourvil n'était pas un héros, il n'a jamais cherché à l'être. Il a traversé un système qui ne pardonne pas la différence, qui exploite sans reconnaître, qui applaudit sans respecter. Et malgré tout, il est resté. Il a continué. Il a tenu. À la fin, les gentils ne gagnent pas. Ils survivent. Et c'est pour cela qu'on se souvient de lui.